Alors, Monsieur Bellignon, Georges Bellignon, je vous remercie sincèrement d'être là. Aujourd'hui, nous avons une réunion et vous êtes venu nous rendre visite. Et c'est pas courant et on voulait profiter de votre visite là pour poser quelques questions sur ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors, donc, je vous présente déjà M. Bellignon. Donc, vous êtes un conflictologue, vous avez écrit sur les stratégies, la résolution des conflits, et vous avez aussi fait 13 ans dans la police en Angleterre. Alors, quelles sont vos expériences exactement? Parlez-nous un peu de votre livre et, en quelques minutes et de votre expérience dans la police. Merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui ai l'honneur parce que c'était juste une visite de courtoisie. Alors, je vous remercie. Je vous remercie. Bon, je crois que tu as déjà tout dit. Hein. Oui, j'ai écrit sur la prévention du conflit. Voilà, mon expérience à la police anglaise. J'ai traîné un peu dans pratiquement toutes les unités spécialisées. Et véritablement, ce que la police fait à côté du contrôle de la criminalité et tout ça, il y a aussi la gestion du conflit. Donc, chez nous, en Afrique, ce n'est pas trop les crimes, mais je crois qu'on est beaucoup plus, on pratique plus les germes de conflit, et voilà, que ce soit à l'intérieur ou entre pays africains. Donc ça m'a intéressé de payer quand même une attention particulière sur les conflits. Mais bon, pas trop la résolution, qui intervient toujours dans le processus, mais surtout la prévention. D'accord, je vous remercie. J'espère que... Où est-ce qu'on peut avoir votre livre alors? Bon, ça a été édité par Armaton, donc tu peux avoir ça sur Amazon. Tu peux déjà chercher avec le nom d'auteur, voilà, et puis tu auras le livre. Voilà. Et en ce moment, j'écris sur la résistance. Donc je prends tout mon temps parce que... voilà. C'est bien de savoir. Oui, ça va, c'est très impressionnant, les différentes étapes depuis que nous avons commencé la lutte et tout ça. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir comment la résistance a un poids dans tout ce que nous faisons. Bon, alors revenons en Côte d'Ivoire, chez nous. Ces derniers temps, il y a eu la libération de 800 prisonniers politiques et la libération de notre première dame à nous, Madame Simone Gbagbo. Alors, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, bien sûr. On ne peut que, en tant qu'Ivoirien, et puis en tant que résistant d'abord, on ne peut qu'éprouver déjà de la satisfaction, hein, de la joie de revoir Madame Gbagbo, la première dame, en liberté. Voilà, et je crois que c'était tout le sens du combat. Voilà. Il y a longtemps que nous crions qu'il y a des prisonniers politiques, c'est ceux d'en face qui ne voulaient pas reconnaître cela. Mais je crois qu'avec la libération de Mme Gbagbo et de 800 autres, sans elle, les autres prisonniers politiques, je crois que c'est déjà un témoignage pour dire que ce que nous disions depuis très longtemps, comme quoi qu'il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, le chef d'État de Côte d'Ivoire en ce moment reconnaît, nous rejoint voilà, sur cette ligne-là et on peut être très satisfait de ça. D'accord. Est-ce que vous voyez en cela, en cette libération de prisonniers, un prémisse de la libération de nos leaders, de notre président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudela? Est-ce que ce sont des signes indicateurs de leur libération aussi? Oui, bien sûr, c'est lié. Ce qui est reproché à Mme Gbagbo ne découle pas d'un conflit séparé, hein, sinon d'une crise séparée qui, semble-t-il, a amené le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudela. Voilà, ce sont des choses liées. Donc, je suppose qu'on a toujours dit, on a crié haut et très fort qu'ils n'étaient pas coupables des crimes qui leur étaient reprochés. Bon, c'est malheureux que ça a pris 7 ans, 8 ans pour que les gens réalisent enfin. Mais je crois que la décision qui a été prise à Abidjan est indicateur de comment nous voudrions que la CPI voilà, l'approche que la CPI est, voilà, et que nous prions Dieu que d'ici octobre, bon, ils vont prononcer un non-lieu et nos leaders vont nous revenir en Côte d'Ivoire. Ça,
Le prions très vivement. C'est ça. D'accord. Et bon, d'accord. Maintenant, ces derniers temps, nous avons assisté à je pourrais dire, un gros soulèvement sur les réseaux sociaux quant à la déclaration du ministre Dida Kwasi qui dit que les gens devraient se présenter dans leur région. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Oui. J'ai suivi le débat. Mais je crois que j'ai eu, si tu veux, l'opportunité d'étudier, c'est-à-dire la pratique même de l'ethnicité en Afrique. Tu n'es pas sans savoir que nos pays africains sont essentiellement ethnocentriques. Voilà. Donc, pour le moment, jusqu'à ce que des générations plus tard, par le développement, le progrès que nous réalisons, l'ethnie disparaisse de lui-même. Mais pour l'instant, il est dangereux. Voilà. Je ne connais pas un seul Ivoirien en Côte d'Ivoire qui ne s'identifie pas par rapport à un groupe ethnique. D'abord, il a fait une observation. Voilà. Donc, il a, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, il a dit qu'il y a Koulibaly, représentant des Atiers, il y a un Silla représentant, je ne le dis pas dans l'ordre qu'il a cité, mais ce qu'on notait clairement, c'est que c'était majoritairement des gens du Nord, dans le sud ivoirien, qui représentaient donc ces groupes ethniques. Ça, c'était un constat. C'est un rapport de fait, ce n'est pas une opinion. Voilà. La seule opinion que nous trouvons dans sa déclaration, c'est qu'il a dit que lui, il trouvait ça inadmissible. Mais ça, c'est son opinion. Mais je crois qu'au-delà de l'opinion, il faut plutôt se focaliser sur les faits. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Est-ce qu'on a Silla, qui est représentant des, je vais le dire ternel, représentant des Ébriers, Traoré représentant des Gouro, Mamadou représentant des Bété, tu vois clairement qu'il y a quand même une récurrence des gens du Nord qui sont représentants enfin je vais parler des peuples ethniques du Sud. C'est comme ça que c'est portrait. Voilà. Bon, alors, mais écoute, on a un petit problème. Le problème, c'est que si on part d'une perspective de principe démocratique, si les BT veulent un Dula, ça dit s'ils l'ont voté, donc c'est le Dula qui sera leur représentant. Donc il est très difficile, si on se dit démocrate, d'aller contre une telle approche des choses. Bien. Mais au-delà de ça, je crois que c'est plutôt une observation générale. Les faits que nous savons en Côte d'Ivoire, c'est que effectivement, il y a eu des boycotts, du recensement. Il y a eu la plupart des partis politiques qui ne sont pas vus intéressés à la chose politique depuis que Ouattara est venu au pouvoir. Il nous a imposé une constitution. Et puis, il est tout à fait normal que s'il n'écoute pas, parce que je n'ai pas encore pu même accorder une visite aux partis politiques, les écouter pour qu'ils puissent quand même parler des choses sérieuses qui concernent l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, évidemment qu'il y a des gens qui se sont retenus, qui n'ont pas pu participer à la vie politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est cela qui fait que les Dula se retrouvent un peu partout? Mais lui, en tant que chef d'État, il devrait se trouver très gêné qu'il n'y a que des gens en consonance des noms qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, qui sont partout ailleurs représentés à toutes les commandes de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire est quand même une concentration de 63 ethnies. Voilà. Et je crois que retrouver les gens du nord un peu partout, mais c'est des choses qu'il faut dénoncer. Mais nous le dénonçons encore beaucoup plus fort, d'autant plus que celui qui est chargé de réaliser la convergence des contradictions politiques, c'est celui-là qui disait et qui justifie son acte politique par un nouveau concept qu'il a mené en Côte d'Ivoire qu'on appelle le rattrapage ethnique. Bon,
si il faut déduire de là que les gens du Nord ont quelque chose à rattraper sur les autres groupes, il faudrait qu'ils nous donnent des clarifications. Mais je crois que c'est quand même un signe de malaise. Et on ne veut pas de ça en Côte d'Ivoire. Donc, je crois qu'au-delà de cela, la déclaration de Lydouard Kassoum nous interpelle. Et je crois que l'autre point aussi, c'est qu'il y a eu des avis divergents sur le rôle et la mission dans ce monde contemporain que nous vivons aujourd'hui de l'ethnicité. Voilà. Et j'ai entendu beaucoup de gens dire que bon, et désormais c'est un concept dépassé. Voilà, ça envoie la division, ceci et cela. Mais je crois que le problème se pose de lui-même. Voilà. Et j'ai eu la chance, l'opportunité de perdre un peu de temps sur l'ethnicité, son évolution, depuis la colonisation, même avant la colonisation, et puis son rôle dans la politique contemporaine en Afrique. Et je suis sûr que la génération d'aujourd'hui, au lieu de balayer ça simplement d'un revers de main, il va falloir qu'on s'y attable et que nous y réfléchissions encore profondément. Voilà. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que, premièrement, les ethnies dont nous parlons cachent ce qu'on appelle la culture des Africains. Je dis que la Côte d'Ivoire n'est pas idéalement une nation. La Côte d'Ivoire, si elle doit être une nation, donc elle est dérivée d'une fédération de nations ethniques. C'est comme ça que je les appelle. Et quand tu prends donc la définition de nation, je le dis pêle-mêle, c'est des gens qui ont la même civilisation, la même culture, qui parlent la même langue, qui ont peut-être les mêmes ancêtres. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Donc, faire promouvoir Côte d'Ivoire en tant que nation sans recours, et je crois que ça peut nous amener des stratégies politiques qui sont complètement erronées. Mais quand tu parles déjà depuis le temps d'Houphouët, qui nommait au gouvernement sur base ethnique, il ne faut pas avoir peur de le dire, pour que chaque chapelle, sinon nation ethnique, se sente concernée par la construction du nouvel État qui était en gestation, pour ne pas laisser une ethnie dehors. On était 63. Il est certes vrai que la représentativité ne se faisait pas de façon proportionnelle. On n'avait pas 63 ministres. Mais quand même, il y avait quand même une sorte de stabilité. Voilà. Il y avait le dialogue national, je ne sais pas comment, si c'est comme ça que c'était appelé, quand il appelle toutes les couches vives de la nation pour dialoguer, pour discuter. Voilà. Et ça, c'était toujours dans une ligne ethnique, pour ne pas que les gens se sentent marginalisés. Voilà. Donc pour moi, qu'on le veuille ou non, les nations ethniques ont encore, et les gens utilisent ça aujourd'hui comme un instrument de mobilisation politique. Quand tu regardes le PDCI, c'est majoritairement les gens du centre, nous le savons. Le RDR, majoritairement les gens du nord. Le FPI, bon, majoritairement les gens du sud. Donc tu vois quand même qu'il y a une forte dose de concentration des gens qui s'affilient aux partis politiques sur lignée purement ethnique. Bon, ça doit nous interpeller. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi ajouter que ce problème d'ethnicité peut être vu de manière positive dans la mesure où, quand les gens représentent eux-mêmes leur région, ils peuvent mieux la représenter, soit au Parlement ou bien dans toutes les actions politiques qu'ils peuvent mener, parce qu'effectivement, ils comprennent, ils s'imprègnent même de la culture et des besoins de leur région. Donc, je pense que... Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord et je crois que ça doit relever des pratiques des politiciens qui gèrent leurs différents partis politiques. C'est-à-dire qu'un leader de parti peut dire que nous avons une politique interne en ce qui concerne les désignations de ceux qui doivent compétir, par exemple, à l'élection pour élire les membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc, je crois que c'est leur savoir-faire qui peut peut-être nous prévenir contre certaines façons de faire la politique qui amènent des grincements dedans. Parce que il faut dire aussi qu'il faut reconnaître que nos parents et nos parents n'est pas encore à 100% alphabétisés. Voilà.
Donc, et puis les différentes cultures dont nous sommes issus véhiculent quand même certaines subtilités qu'il faut pouvoir maîtriser pour pouvoir représenter. Donc, bon, cela ne veut pas dire qu'un Djoula ne maîtrise pas la culture de l'été ou des gros, mais pourquoi il ne faudrait pas que s'il y a des guerriers qui sont à l'intérieur du RDR, pourquoi ils ne représenteraient pas mieux les guerriers? Je crois qu'il va falloir que les gens revoient leur façon d'approcher cette question-là pour ne pas que les gens soient jugés, si tu veux, mentalement. D'accord. Alors, la dernière question, et c'était le dernier événement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux quant à la réaction d'un activiste sur le fait que le ministre Charles Blé Goudé ait reçu des membres du RDR. Alors, à cette question, il y a eu beaucoup de, je dirais, beaucoup de divergences d'opinion, encore une fois. Alors, donc, on ne sait pas vraiment comment interpréter cela, mais le ministre lui-même, il a dû faire son communiqué pour donner lui-même sa vision de la chose et tout. Mais, M. Bellignon, que penses-tu maintenant de l'intervention des activistes sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on devrait intervenir de manière intempestive? Est-ce que la résistance doit être vraiment réorganisée pour qu'elle sache le rôle important qu'elle peut jouer dans ce genre de conflit et pour qu'elle sache à quel niveau de la lutte nous sommes, c'est-à-dire là on a deux leaders, deux parents qui sont à la haie. Est-ce qu'on ne doit pas se mettre ensemble d'une seule voix pour être unis derrière eux et qui sortent de prison? Et s'il y avait un linge sale, le laver en famille après. Alors, dans tout ce méli-mélo, on ne sait vraiment pas, on ne sait plus. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose? Quoi, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez une idée là-dessus? Et quelle est votre opinion ou bien peut-être un mot à nous dire là-dessus? Bien, franchement, bon, si on veut reconnaître ça comme tel, la réception du ministre Charles Blé Goudé pour des gens qui étaient, je crois, des soroistes ou du RDR, ce n'est pas moi. Je crois que c'est une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité politique. Et puis, ça ne pouvait pas être autrement. D'autant plus que, d'abord, quand tu prends l'État, parce que quand tu es leader, tu n'es pas leader en quelque chose d'autre, tu es leader politique. Donc, on estime quand même qu'un jour, tu es arrivé, tu veux être leader et que tu ne peux pas transcender les clivages politiques. Tu ne peux pas transcender et aller au-delà des divisions idéologiques. Alors, comment est-ce que tu vas gérer l'État? Quelqu'un disait que en tout temps, la politique est la recherche du consensus. Parce que le conflit, les différends et différences, c'est de la nature et dans la nature des hommes. Alors, comment est-ce que tu deviens président? Cela ne veut pas dire qu'il y a une uniformité générale dans l'État de Côte d'Ivoire. Non, il y aura toujours des gens qui sont comme toi. Mais c'est ce conflit-là qu'il faut organiser. Donc, je crois que c'est un principe. Voilà. Dans l'approche des choses. Voilà. Maintenant, bon, la résistance, écoute, on est parti des marches qui nous a servi quand même à faire connaître qu'en Côte d'Ivoire, il y avait une autre vérité que les gens ont tue. Et puis après, on a vu cette ruée sur l'instrument, comment on appelle ça, Facebook, les réseaux sociaux et ainsi de suite, et qui est devenu encore un autre instrument de résistance, et qui pour moi est très percutant. Voilà, les gens écoutent. Et puis, Charles Blé Goudé qui reçoit ses frères, les soloistes. Ben, si un jour Charles Blé Goudé ou quelqu'un d'autre de même obédience politique venait prendre les commandes de l'État de Côte d'Ivoire, tous les soloistes ne vont pas disparaître. Il faut pouvoir les gérer pour pouvoir créer la stabilité en Côte d'Ivoire. Donc je crois que
Bon, ceux qui parlent et qui font savoir leur opinion, évidemment qu'on sort d'un conflit, hein, et il y a une crise traumatique qui a eu un effet énorme sur notre population. On ne sait pas à quel degré, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de morts. Hein, il y a des chiffres qui sont avancés ici et là. Il y a eu des expropriations, il y a eu des maisons qui ont été brûlées. Et ça, ce ne sont pas des choses que nous regardons objectivement, nous les regardons avec beaucoup d'émotion. Donc, on comprend que systématiquement, il y a une rébellion contre tel acte et tel acte. Mais je crois que chacun doit faire son travail. Nos leaders font leur travail. C'est pas, il faut leur faire confiance, hein, parce qu'ils ont posé des actes qui, dans le passé de chacun d'eux, quand tu regardes, c'est des gens qui ont été quand même avec on dit le fibre, c'est ça, fibre patriotique très, très fort, et nous en sommes tous conscients. Moi, je ne vois pas ça d'un mauvais œil, hein, la visite des soroïstes, parce que je sais que les leaders, nos leaders, restent toujours égaux à leurs principes. Et ce n'est pas en face de des gens d'une autre chapelle politique que systématiquement ils vont donc balancer d'un côté ou d'un autre. Non. Voilà. Et puis, c'est ce qu'il nous faut en Côte d'Ivoire. C'est toujours être à même de réaliser un nouveau consensus quand nous avons des problèmes. On suit sur ce consensus-là pour essayer de réconcilier la Côte d'Ivoire et créer la stabilité. Sans ça, on va partir de résistance en résistance et ça n'aura jamais de fin. Ça n'a aucun sens. D'accord. Voilà. Alors, je te remercie infiniment pour... En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Je te remercie pour ta contribution et c'était très important de t'avoir avec nous. Ça a été un plaisir, c'est un plaisir. Et voilà, donc le mot de la fin, c'est que... Alors, nous sommes le COJEP UK et on invite tous les jeunes, les frères, les sœurs, les amis à venir à ce que nous puissions construire un projet fort et uni, une Côte d'Ivoire forte et unie. Je vous remercie. C'est cela.